Bonjour à tous, bienvenue dans Legal Club Sandwich, votre rendez-vous pour découvrir du contenu juridique de qualité et à la cool dans un esprit léger. Je m'appelle Thibaut Kaoudal, je suis cofondateur de Leeway et Leeway, c'est une legal tech qui aide les juristes à réduire le temps passé sur la gestion des contrats et aussi avoir plus de visibilité sur les risques juridiques et financiers. Et donc, pour mener à bien cette émission, vous le savez maintenant, puisque c'est quand même la dernière de la saison 3, 34e épisode. Je suis accompagné de Audrey Deléris, Pierre Landy. Audrey, Pierre, comment ça va aujourd'hui? Bonjour à tous, ça va très bien. Super bien. Et oui, la dernière émission de la saison 3, qui l'eût cru? Ce n'est pas un grand secret, nous reviendrons en saison 4, mais on vous en dira plus à la fin de l'émission. Suspense. Est-ce que vous voulez vous présenter tous les deux, dire un mot pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Oui, volontiers. Du coup, Audrey Deléris, je suis manager chez Fed Legal, cabinet de recrutement juridique et fiscal. On intervient depuis près de 12 ans maintenant pour accompagner les cabinets d'avocats, les entreprises, que ce soit des grands groupes du CAC 40, mais aussi des structures plus petites, des PME et des startups. Et pour ma part, je suis justement en charge de l'industrie des services et j'accompagne beaucoup de startups, mais pas que. Et je suis accompagnée d'une magnifique équipe chez Fed Legal. Et à côté de ça, il y a pas mal de projets, notamment celui du Fleet Network pour French Lawyers in Tech, que j'ai eu la chance de cofonder il y a 2 ans et demi maintenant, avec Pierre Landy ici présent. On est 330 maintenant. Tous les juristes, enfin presque en tout cas, dans la tech et en start-up nous ont rejoints. Donc rejoignez-nous si ce n'est pas encore déjà fait. À toi, Pierre. Merci beaucoup, Audrey. Donc, Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis aussi le cofondateur d'une alliance d'avocats pan-européenne. On est présent en Italie, Allemagne, Espagne, Angleterre et évidemment France. On est pour la plupart tous des ex de Yahoo, puisque c'était mon ancienne équipe, et on fournit des services on essaie d'être vraiment comme des juristes externalisés tout en étant avocat dans ces 5 juridictions. Et pour ma part, depuis maintenant plus de 2 ans, je me focus exclusivement sur l'executive mentoring, c'est-à-dire que j'accompagne des directeurs juridiques, des senior leaders dans des équipes juridiques ou même des équipes juridiques, voire d'autres départements, pour développer leur leadership, leur savoir-être. On sait que le savoir-faire est excessivement important, mais d'ailleurs, je sais que Justine en reparlera, le savoir-être dans une équipe juridique, c'est absolument crucial. Et voilà, j'accompagne donc toutes ces équipes juridiques sur ces domaines. Merci à tous les deux. Du coup, pour présenter rapidement l'invité du jour, donc aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Justine Bourdeux, qui est General Counsel de Doctolib, la scale-up maintenant que tout le monde connaît. Et on va se poser la question de l'attractivité de la direction juridique, puisque toi, Justine, tu as recruté une équipe de 20 personnes, je crois, déjà dans plusieurs pays. Et puis, il y a encore pas mal de monde à recruter de ce qu'on a compris. Déjà, pour commencer, avant de te présenter et puis présenter Doctolib, comment ça va aujourd'hui? Au top, hyper contente d'être là, merci. On est hyper content aussi de t'accueillir et puis de discuter de ce sujet-là avec toi, parce qu'on ne l'a pas encore abordé en plus dans Legal Club Sandwich, donc je pense que c'est une très bonne chose. Peut-être que tu peux te présenter un petit peu ton parcours et puis présenter Doctolib pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Oui, avec plaisir. Alors, j'ai 40 ans, je suis une maman heureuse et je suis également une directrice juridique et une DPO heureuse au sein de Doctolib, une grande aventure, une très très belle équipe, une grande aventure que j'ai rejoint il y a 4 ans et demi maintenant, en mars 2017. Et Doctolib, donc effectivement, je me permets de le représenter encore une petite fois parce que on ne se rend peut-être pas toujours compte de la taille de Doctolib. C'est plus de 2000 personnes aujourd'hui sur 3 pays, France, Allemagne, Italie. Et en fait, c'est un petit peu plus que la prise de rendez-vous en ligne et les rendez-vous vaccination. C'est vraiment un logiciel au service des professionnels de santé et des patients. On se développe encore de plus en plus. On a plein de produits dans les bacs et donc il y a encore plein de choses à faire. Voilà.
Bon, génial. Et du coup, pour revenir au thème du jour, donc vous savez un petit peu, hein, vous connaissez le principe maintenant. Si vous avez des questions à poser à Justine, vous pouvez les poser dans le chat et puis on y répondra tout à l'heure. Peut-être du coup, pour commencer, comme première question, on parle aujourd'hui, tu vois, de l'attractivité de la direction juridique. Comment toi, tu as été amené à te poser cette question déjà au départ? C'est mon expérience chez Doctolib qui m'a menée à ça. Donc, effectivement, j'étais la première juriste de Doctolib, juriste unique. Et de façon assez linéaire et assez naturelle, on est monté à 20 juristes. Donc, on a recruté des juristes privacy, des juristes contrats commerciaux, etc. Et puis là, tout d'un coup, cet été, on s'est dit, il va falloir passer la vitesse supérieure. Et donc, on a décidé d'avoir un plan. Et ce plan-là nous mène en fait à avoir l'ambition de monter une équipe de 50 personnes sur les 3 pays. Et donc, effectivement, on a une cible qui est cette direction juridique avec 50 personnes. On a un mode opératoire que j'expliquerai un petit peu après, mais bon, voilà, ça passe par le recrutement, hein, fatalement. Et après, on se pose la question, mais en fait, comment on va y arriver? Et comment on y arrive? C'est en ayant une DG attractive, en interne, en externe, et aussi en fédérant une équipe, parce que ça passe par là, on parle d'humain, donc il faut savoir fédérer. Et justement, là, tu parlais... Peut-être, est-ce que tu peux, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de ce plan, etc., est-ce que tu peux nous donner un petit peu le contexte? Parce que comme ça paraît énorme, en fait, tu vois, une équipe juridique de cette taille-là. Pourquoi ça? Voilà, vous en êtes où côté juridique chez Doctolib? Oui, alors donc, on est 20 personnes. Et donc, pourquoi 50 personnes? En fait, pourquoi on en est venu à se poser cette question-là? C'est très lié au fait qu'on a gagné en autorité. Doctolib a gagné en autorité dans 3 pays quand même. On est vraiment systémique. Enfin, on est devenu systémique, notamment avec la vaccination. Et donc, tout s'est un peu bousculé sur les derniers mois et sur 2021. Et on s'est dit, en fait, qu'il faut avoir un plan. Et le plan, c'est quoi? C'est d'avoir une réponse assez forte à cette situation, une réponse juridique avec des experts juridiques, mais aussi un renforcement et plus de backup juridique. Et en fait, c'était ça la genèse de tout ce qui s'est passé cet été à la rentrée et pourquoi voilà, on en est là aujourd'hui. Juste une question, Justine, tu disais que c'était 3 pays. C'est quoi les 3 pays? France, Allemagne, Italie. Ok, France, Allemagne. Ce sont des très, très gros pays en population, mais aussi en nombre de praticiens de la santé. Et Justine, tu parlais de recrutement, parce que forcément, pour agrandir ton équipe, tu es obligé de recruter des gens, c'est un peu le principe. Aujourd'hui, tout le monde le sait, et moi la première en tant que recruteuse, c'est quand même très compliqué de trouver des candidats. C'est vraiment un marché de candidats à qui on propose plein de choses différentes, des super postes de part et d'autre. Il y a beaucoup de postes ouverts partout, notamment du coup dans tes équipes. Comment tu t'y prends, toi, pour démarquer et essayer de les convaincre de plutôt venir chez toi que chez les autres? Je pense qu'il y a plein de façons de se démarquer pour une DG et en fait, l'important aussi, c'est de se démarquer à sa façon. Il y a par exemple porter le RSE, porter des valeurs de diversité et d'inclusion, aussi se digitaliser très fortement, etc. Enfin, il y a plein de bonnes façons de se démarquer. Et j'aimerais bien pouvoir toutes les faire parce que c'est toutes des bonnes raisons. Mais pour se démarquer, il faut quand même en choisir une. Et en fait, je pense qu'il faut choisir aussi celle qui va correspondre à son leader, au pionnier du département et aussi à la société. Et Doctolib est une société qui a une mission très, très forte, très humaine. Et ce qui m'a semblé essentiel pour le département juridique de Doctolib, ce serait de vraiment fonder ce qu'on appelle la Mission Vision Statement, une déclaration de mission et une déclaration de vision. Et ça, on l'a fait courant de l'année 2021. On s'est posé avec tous les pionniers du département que je remercie vraiment parce qu'on a fait des workshops hyper qualitatifs avec des personnes engagées pour définir
quelle était notre mission à nous, service juridique. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a 20 juristes au sein de Doctolib? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et de définir notre vision. Donc, où est-ce que nous, on veut porter la collectivité de juristes au sein de Doctolib, mais peut-être pas que au sein de la société avec un grand S aussi. Et donc, comme je vous disais, on a fait pas mal de workshops, ça a été très itératif, on a échangé et on a regardé aussi ce que faisaient les autres, parce qu'on n'est pas les premiers à avoir ce Mission Vision Statement. Donc, on s'est pas mal inspiré aussi. Et on est arrivé à des notions centrales, par exemple pour la mission, qui serait le fait qu'on ait des guides, qu'on définit un cadre sain et raisonnable. On n'est pas que des juristes blancs-noirs, on définit un cadre dans lequel le business va pouvoir s'amuser et développer toutes les bonnes idées qu'ils ont. Et une notion de confiance aussi qui nous semblait primordiale, notamment parce qu'on est dans le secteur de la santé et la confiance dans la santé, c'est quand même clé. Donc, c'est autour de ces trois grandes idées qu'on a bâti la notion de mission. Et après, pour la notion de vision, là, on se demande où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut emmener tout ce beau monde, où est-ce qu'on veut... c'est quoi notre futur rêvé, notre futur idéal? Et en fait, on s'est dit, OK, encore une fois, il faut s'ancrer dans Doctolib, il faut s'ancrer dans ce que fait Doctolib, et Doctolib digitalise la santé. Mais nous, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un peu le respect des droits fondamentaux dans cette digitalisation de la santé, et notamment par le prisme de la privacy, des données perso. On s'est dit aussi que notre difficulté quotidienne, c'était d'être toujours dans la zone grise, parce qu'effectivement, quand le digital rencontre la santé, c'est un peu retour vers le futur. Donc, on s'est dit, effectivement, le cadre réglementaire, nous, on va devoir l'influencer. On va devoir faire quelque chose pour aider à ce qu'il soit défini. Et quand je parle de réglementaire, c'est aussi bien hard law que soft law, des notions d'éthique, etc. Donc, ça aussi, c'était, nous, on va porter ce sujet-là. Et enfin, quelque chose qui, moi, m'est vraiment très cher et qui sort un petit peu du cadre de Doctolib, c'est comment on définit le métier de juriste de demain, qu'est-ce qu'on apporte en tant que juriste au sein d'une société, comment on travaille, comment on influe sur les valeurs de la société. Voilà, donc c'est tout ça là, c'était ma petite touche un petit peu plus personnelle, mais pareil, avec une adhésion totale de la DG. Et voilà, je pense que c'est en ça qu'on se démarque et qu'on espère attirer des personnes qui vont adhérer aussi à cette mission et cette vision. C'est hyper important aussi. C'est très intéressant ce que tu dis, et on en a parlé lorsqu'on a préparé cette émission. Je dis toujours qu'effectivement, avoir une mission, c'est-à-dire quelle montagne on gravit tous ensemble, pourquoi on va la gravir, quand est-ce qu'on va la gravir, les problèmes qu'on va avoir en la gravissant, ce qu'on va en tirer personnellement, c'est très, très important pour qu'une équipe se sente impliquée, rejoigne le projet. Et tu viens de le dire, ce n'est pas quelque chose que tu peux imposer aux équipes en tant que leader, c'est-à-dire que c'est quelque chose que tu peux proposer et les gens, littéralement, on revient au truc juridique, c'est un opt-in. C'est-à-dire que ton équipe doit opt-in à cette vision et la suivre, et tu ne peux pas la force down à tes équipes. Donc, c'est vraiment hyper inspirant d'en proposer une, parce que du coup, comme je le dis, les juristes, ils vont vouloir avoir envie, et si la vision que tu le proposes ne leur parle pas, j'ai envie de leur dire, ce n'est pas la peine de postuler ou de rester dans cette équipe, parce qu'il faut véritablement opt-in une vision. Ce n'est pas tout d'en avoir une, mais il faut que les juristes la suivent, et la façon avec laquelle tu l'as créée, ça a permis justement cette adhésion. Donc, je suis à 150 000% avec toi. Je voulais juste le mentionner. Audrey? Oui, moi je voulais faire un commentaire sur ce que tu disais, Justine, c'est que, comme tu le disais, c'est aussi une vision et un message que tu as construit avec ton équipe. Et c'est très important côté entreprise, et je le vois là en tant que recruteuse, c'est que ce n'est pas seulement aux candidats de se vendre, parce que oui, ils doivent se vendre, il faut nous donner envie et vous donner envie à vous, directeur juridique, de les recruter, mais c'est aussi aux entreprises de vendre aussi leur structure. Alors, pas en idéalisant tout, en disant que tout est génial, ni en disant que tout est noir. J'ai déjà eu le cas où c'est quelque chose d'un peu compliqué, où j'ai la direction juridique qui me dit là, c'est vraiment très dur, il y a beaucoup de pression,
pression, et rejoignez-nous si vous voulez voir, ça va être génial, on va souffrir ensemble. Ça ne marche pas comme ça en fait. Du coup, il faut que ce soit le plus clair possible et il faut quand même donner envie. Et c'est ce que tu dis est tellement important de faire partager cette vision-là parce que c'est important pour l'équipe qui est déjà en place, mais aussi pour ceux qui veulent vous rejoindre. Et c'est une rencontre quand on recrute quelqu'un, c'est pas que d'un côté on doit se vendre, c'est aussi l'entreprise qui doit vendre un projet et faire en sorte que ça matche et que vous alliez ensemble construire quelque chose de génial. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Justement, on parle de convaincre et d'emmener les gens. Comment toi, tu as réussi à fédérer autour de ce projet-là? Il y avait la première étape, c'était juste de fédérer autour du fait qu'il fallait un plan. Donc, vous l'avez compris, ça a été plutôt facile. C'est plutôt le contexte qui nous a amenés à devoir nous poser la question. Mais en fait, on s'est quand même rendu compte, d'une manière générale, on a fait un constat qu'on est toujours en retard. Et même quand je croyais être en avance, j'étais en retard. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je croyais avoir la bonne idée, il va falloir que je la développe, etc. Ok, bon, je le ferai en Q1, Q2. Machin. Et en fait, non, c'est arrivé le lendemain. Et là, la grosse frustration, c'est j'étais encore en retard alors que je le savais. Donc ça, c'était vraiment... je voulais vraiment... Enfin, je veux, parce qu'on est encore en train de construire, de déployer tout le plan, mais je veux vraiment y mettre un terme. C'est que je veux être en avance, je veux avoir un coup d'avance. C'est justement en bâtissant ce plan qu'on souhaite avoir un coup d'avance. Alors, l'ambition, c'était pas du tout d'avoir 50 juristes. C'était pas du tout ça qui était qui est mis en avant au départ. C'est juste l'ambition, c'est d'être réaliste. D'être réaliste en fonction du contexte et du futur. Donc, comment est-ce qu'on est réaliste? Avec des éléments qui sont objectifs. Par exemple, Doctolib, 2000 personnes aujourd'hui, bientôt 3000 salariés, présents dans 3 pays, avec des risques juridiques assez forts parmi le top des risques que peut rencontrer Doctolib, notamment avec la privacy, la sécurité, etc. Donc, ça, c'est objectif. Voilà, on se dit, déjà, ça, c'est une bonne base pour construire un plan. Ensuite, on a des éléments qui sont plus analytiques. La chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas parti de 0, on est parti de 20. On est à 20 aujourd'hui, donc on voit déjà à peu près ce qui fonctionne et puis ce qui ne fonctionne pas. Alors, par exemple, ce qui fonctionne, c'est d'avoir un mode global et après des juristes en local, mais vraiment un leadership global pour après tout dépiler en local. Ce qui fonctionne, c'est les LegalOps. Ça, on a ouvert le poste de LegalOps il y a 1 an et ça fonctionne très, très bien. Donc, on se dit, si ça fonctionne bien, mais qu'elle n'arrive pas non plus à tout faire, on va peut-être renforcer ce pôle-là. Après, ce qui fonctionnait moins bien, c'était par exemple notre méthode de crisis management. On a des crises chez Doctolib et en fait, c'est toujours la panique. Mais en fait, comme c'est du récurrent, ça ne doit pas du tout être la panique. Donc, on s'est un petit peu posé là-dessus. On s'est dit qu'il va falloir aussi renforcer cet aspect-là de crisis management. Ensuite, on avait un aspect de projection. Là, c'est le cadre que nous donne Doctolib. Doctolib, projection sur quel produit va-t-on développer, les ambitions de top line, et puis avec la fameuse intuition du juriste, savoir aussi ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, qui va nous regarder, comment, etc. Et la touche indispensable aussi, c'était « et que font les autres ?» Que font par exemple, des grosses sociétés de tech américaines, voire suédoises? Comment est-ce qu'elles sont organisées par rapport à tous ces sujets-là, leur taille, leurs risques, etc. Donc, une fois que j'ai fait un peu toute cette analyse, j'ai juste couché des idées sur le papier et quelque chose qui semble être solide et pouvoir vraiment bien tourner. Voilà. Et donc, en ayant toutes ces étapes-là, c'est là que c'était très mécanique, très structuré, très, très objectif, j'ai envie de dire, avec du bon sens. Et c'est là que quand on arrive avec un plan de recrutement de plus que x2, on arrive à la direction avec cette proposition-là, effectivement, elle fait sens. Voilà. Et après, il y a vraiment le déploiement du détail.
de l'organigramme. Mais voilà. Sur l'organigramme, ça me fait penser, Justine, qu'il y a certains directeurs juridiques qui sont vraiment un peu dans leur bulle et qui ne vont pas se renseigner sur ce qui se passe ailleurs. Et ce que tu dis est vraiment très important. C'est bien d'aller communiquer avec les autres, aller se renseigner soit avec, quand on est directeur juridique, soit avec des structures qui sont au même niveau, ou au contraire, qui ont déjà fait ce pas-là pour comprendre. Et j'ai un client qui a fait ça, qui sait exactement où sera sa direction. Enfin, il aimerait en tout cas qu'elle soit là dans 2 ou 3 ans, mais il a un organigramme avec toutes les fonctions. Et il m'en a parlé et il m'a dit, voilà, Audrey, on a recruté ça, 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 ça et là. Et puis, en fait, dans 6 mois, j'embraye sur la suite. Et en fait, tout est hyper bien organisé et il est allé se renseigner aussi auprès de plein de gens, auprès de ses pairs et d'autres directions juridiques pour construire sa propre direction juridique avec l'inspiration de personnes qui l'ont fait avant. Donc, je pense que c'est très fort, en fait, ce que tu dis aussi. Il ne faut pas avoir peur d'aller consulter les autres et se renseigner, au contraire, en fait. Et les connaître, et on reviendra là-dessus, on va vous renvoyer le lien, il faut développer votre réseau et ça c'est essentiel parce que comme tu l'as dit, tu as appelé des gens mais il faut les connaître. Donc rappel, on va vous remettre des petits conseils sur le réseau, vous faire un réseau dans le chat. Thibaut, je crois que tu avais une question. Ouais. Bah là, on a beaucoup parlé du plan, tu vois, au sein de la direction juridique. Comment toi, tu as pu vendre tout ça en interne? Je ne sais pas si le mot vendre est forcément le bon, mais comment tu as pu rendre ça attractif, du coup, si on reste dans le thème, aussi auprès des autres directions et puis du management? Il y avait 2 étapes. Il y avait encore une étape avec la direction, parce que, bon, une fois qu'ils nous ont dit OK, ça a l'air d'être censé tout ça, mais il y avait le détail, vraiment aussi, qui lui aussi devait être raisonnable et porteur. Donc, pour la direction, il y a eu un petit truc qui était assez facile, assez sympa, parce que comme j'ai dit, quand on a déjà une structure de 20 personnes, il y a quand même déjà quelque chose il y a une machine qui tourne et on peut avoir quelques KPI, même au sein d'une direction juridique. Par exemple, on sait que pour tant de tech et dev recrutés au sein de Doctolib, on aura besoin de 1 juriste. Voilà. Donc, ça, c'est des cliquets, c'est très simple. On ne se pose plus la question. On le pose une fois au contrôle de gestion et à la RH. Et puis, après, ça devient super mécanique. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Donc, ça, c'est un truc une fois pour toutes. Donc, ce qui permet un peu de justifier aussi la taille et la croissance du département. Et après, ce qui était aussi vraiment clé dans les éléments de décision, c'était de présenter non seulement qui allait faire quoi, ça c'est assez basique, mais qui allait faire quoi avec qui. C'est-à-dire présenter chaque département, il allait aider qui en interne et allait parler avec qui en externe. Quels allaient être les interlocuteurs internes et les interlocuteurs externes. Donc ça permettait vraiment à la direction aussi de se projeter, de comprendre le type de projet qui allait être pris en main. Et ce n'était pas juste cracher du mémo juridique, c'était vraiment la nécessité de mettre un juriste en face de telle personne. Et aussi, ce que j'ai développé, c'est pour chaque département, un peu le profil type des personnes qui allaient y être, parce qu'on ne recrute pas la même personne en privacy qu'en contrat. Expliquer que tel juriste doit être versatile, tel juriste, donc plutôt généraliste, prêt à tout, tel juriste doit être un expert, tel juriste doit être quelqu'un qui est capable de gérer plein de choses en même temps versus la personne qui aura besoin vraiment de son espace intellectuel pour aller au fond des choses, etc. Et ça, c'est vraiment donner la coloration de chaque département pour montrer que, en fait, tout le monde ne va pas tout faire, quoi. C'est pour ça qu'il y a besoin de structure, c'est pour ça qu'il y a besoin de recruter et vraiment permettre à la direction de se projeter sur comment ça va fonctionner. Voilà. Et après, bon, il y avait l'histoire de budget aussi. On a mis un chiffre en face de chaque personne en sachant très bien que, en fait, il y allait avoir des recrutements qui allaient être au-dessus du budget, en dessous du budget, mais que dans la grosse masse, c'est ça qui est aussi sympa de faire quelque chose, ou utile, de faire quelque chose at scale, c'est que, en fait, on peut réajuster sur la grosse masse, notamment pour le budget. Donc ça, c'était encore les prémices avec la direction. Voilà.
Et ensuite est venue la phase du déploiement. Donc, le prélude à tout ça, c'était quand même d'aller voir le service RH, de lui expliquer le plan, parce que forcément, il y a des impacts sur les individus avec des scopes qui se resserrent un peu, etc. Bon, une fois qu'il y a eu blanc-seing total, que la RH a été rassurée sur le fait que c'était vraiment un plan win-win pour tout le monde, je l'ai présenté à l'équipe. Hein. Enfin, c'est là où on en vient vraiment au plus important et peut-être au moins mécanique quand même aussi, parce que là, c'est là où on parle vraiment d'humain. Et en fait, le présenter à l'équipe, c'est là où le Mission Vision Statement est super utile. Parce qu'en fait, pourquoi on fait tout ça? Pour remplir notre déclaration de Mission Vision Statement, pour pouvoir remplir nos promesses, pour pouvoir aller là où on veut aller, etc. Donc, ce Mission Vision Statement, c'est très couteau suisse. Hein. Enfin, on peut l'utiliser aussi pour le recrutement, etc. Enfin, je le recommande. Et comment ils ont pris tes équipes, justement, parce que c'est absolument exceptionnel de passer comme ça, de plus que doubler, d'avoir ce projet-là. Forcément, d'avoir un vision statement, ça aide. Voilà, comment tu as dû faire ce travail un peu aussi de pédagogie, parce que peut-être que certains ont été un peu surpris d'avoir comme ça un accroissement prévu aussi grand. Oui, je pense qu'effectivement, hein, malgré le fait qu'on soit chez Doctolib et qu'il faut être prêt à tout et qu'on a la ceinture attachée en permanence, je pense qu'effectivement, il y a une grosse surprise parce que c'est hors du commun. Et donc, moi, mon rôle, c'est un peu le rôle de sélectionneur. C'est que j'ai fait le groupe et puis après, c'est vraiment aux équipes de se l'approprier. Donc, il y a un accompagnement, une explication et puis, bon, je dois dire que on a beaucoup de chance, mais c'est de la chance qui est méritée, c'est qu'on a une équipe qui est non seulement soudée, mais en plus qui est très saine et qui a vraiment envie d'aller de l'avant. Voilà. Et ça a beaucoup aidé. Maintenant, effectivement, il y a des super bonnes nouvelles quand on fait un plan de développement comme ça, c'est qu'il y a des places à prendre, on promeut des personnes en tant que manager, il y a des transferts d'équipe qui permettent de développer un savoir. Donc ça, il faut vraiment aussi se dire qu'il y a des mouvements latéraux, des mouvements vers le haut, et ça, pouvoir créer un plan aussi et pouvoir permettre aux team members de se projeter. C'est clé et pas leur dire que ils vont subir le truc. Non, en fait, on est tous ensemble, on est tous des pionniers. Enfin, moi, les 20 personnes, là, pour moi, c'est les pionniers du département. Et donc, on le fait tous ensemble. Après, il y a eu des angoisses, bien évidemment. Et c'est là qu'il faut aussi savoir itérer avec les gens, parce que les angoisses, elles révèlent forcément un fond de vérité. Donc, savoir itérer, savoir aussi se remettre en question. Je n'avais pas forcément pris toutes les bonnes décisions dans l'organigramme et réadapter, etc. Et donc, parce qu'on le fait ensemble, hein, c'est sûr. Et dis-moi, j'ai une mini précision, Justine. Donc, tu recrutes 20 ou 30 personnes là, et j'imagine que certaines de ces personnes recrutées sont recrutées par TN-1 ou plus enfin voilà. Est-ce que, par exemple, tu demandes à rencontrer tout le monde pour être garant de la cohésion du groupe en tant que chef d'équipe, ou est-ce que tu fais entièrement confiance, ou est-ce que tu es genre le dernier entretien? Enfin, comment tu t'assures de cette cohésion d'équipe, de cet esprit que tu as cité? Effectivement, je vois tous mes N-1, forcément, et mes N-2 en dernier entretien. Et les N-3, non, mais je le suis en one-to-one, on discute, on valide l'offre. Voilà. Mais ça pourra faire dans notre podcast, hein, comment on recrute. Mais on prépare énormément, on a des fiches, on sait ce qu'on va assesser, etc. Super. Non, et super important aussi, hein, c'est d'après en discuter avec le contrôle de gestion. Parce qu'on n'ouvre pas 30 postes comme ça. Hein. Enfin, il y a un budget, on est dans une société, donc il y a un budget 2021, un budget 2022, un budget 2023. Et donc, il faut quand même rentrer dedans. Et puis les capacités du talent à recruter. Donc ça aussi, ça fait l'objet d'un phasing, d'un arbitrage. Et c'est là que, in fine, on s'est dit, OK, on recrute 30 personnes, mais ce sera sur 18-24 mois.
c'est pas, là, on n'a pas ouvert tous les postes tout de suite. Impossible. Et le recrutement, tu fais appel à vos talent acquisition en interne, qui vous avez formé à recruter les positions juridiques, ou à des cabinets, ou une combinaison des deux. Comment ça fonctionne? Parce que j'ai souvent pu discuter avec des directeurs juridiques qui me disaient, nous, nos talent acquisition, c'est vraiment des spécialistes pour la tech, pour les fonctions IT, enfin, les fonctions très, très spécialisées de la tech. Et c'est vrai que le juridique, on en recrute once every blue moon. Bon, là, c'est 30 d'un coup. Donc, et du coup, souvent, ils ont un petit peu plus de mal en interne, les talent acquisition, à recruter ce type de position. Donc, comment vous avez abordé ce challenge? En interne exclusivement, c'est la chance de recruter autant de juristes en même temps. C'est qu'on a pu vraiment faire un partenariat avec un talent qui nous connaît, qui connaît nos besoins et en plus pour des postes niveau directeur, parce qu'on en ouvre 2, des postes niveau directeur. On a la chance chez Doctolib d'avoir un talent acquisition pour les key hires. Donc là aussi, gros partenariat, grosse attention. Et c'est un vrai projet. C'était vraiment en mode projet et c'est ça qui fédère aussi énormément. C'est le fait d'avoir des étapes et se dire qu'on le fait ensemble et qu'on le réalisera ensemble. Et du coup, vous en êtes où là dans ce projet? Alors, on avance, mais comme l'a dit Audrey, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, puisqu'effectivement, c'est un marché que je sens moi aussi, de plus en plus de candidats. Donc là, on va accueillir 6 personnes en Q1, peut-être plus si on est chanceux dans d'autres postes encore ouverts. Et là, c'est le prochain challenge, je pense, encore plus important que celui-là, c'est comment accueillir, comment ils vont trouver leur place rapidement, notre capacité, nous, à leur prêter attention, notre capacité à scaler tous ces onboarding, ouvrir des librairies, des recueils, des process, etc., enfin, ce qui est clé. Et peut-être que je viendrai vous présenter ça aussi dans 6 mois sur comment ça se passe vraiment. Ouais, il y aura plein de choses, plein d'enseignements à en tirer, je pense. Bon, j'imagine que du coup, il y a des offres à pourvoir. Peut-être qu'on peut dire aux gens d'aller voir sur le site Doctolib s'ils veulent postuler directement. Merci Justine, c'était parfait. On n'avait jamais eu, tu vois, ce point de vue et dans une dimension comme celle-ci. Donc, c'est hyper intéressant. On a eu plein de questions. On va répondre à vos questions juste après les chroniques de nos chroniqueurs préférés. Donc, maintenant, je crois que c'est l'heure du jingle, Pierre. Absolument, c'est parti. Merci Pierre et merci encore pour cette danse endiablée pour lancer ma chronique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 16 décembre. Dans 8 jours, c'est Noël. Et oui, il est encore temps de faire votre liste au Père Noël. Alors, je vous laisse la partie jouets, cadeaux, livres et compagnie. Moi, je vais plutôt m'occuper de la liste au Père Noël pour votre job idéal. Parce qu'il y a une question que moi, j'aime bien poser en fin d'entretien avec les juristes et les avocats que je rencontre, c'est si vous pouviez choisir votre poste idéal, ce serait quoi? Et en réalité, ce n'est pas si facile que ça de répondre à cette question. Et pourtant, la période de fin d'année, qui est souvent un peu plus calme, enfin bientôt, on espère qu'elle sera plus calme, est propice à cette réflexion. Donc prenez un stylo et un papier, ouvrez une nouvelle page sur votre ordinateur, ou choisissez le support que vous préférez et lancez-vous. Alors, est-ce que vous préférez plutôt un poste spécialisé ou généraliste? Si vous êtes plutôt à l'aise à travailler sur des sujets très précis, très techniques, du M&A ou en propriété intellectuelle, ou plutôt en mode projet, en coordination avec des équipes transverses, ça, c'est à vous de choisir. Ensuite, est-ce que vous préférez un poste très opérationnel ou au contraire passer le plus clair de votre temps à manager et animer une équipe? À vous de prendre du recul sur vos forces. Encore une fois, Pierre ne va pas me contredire là-dessus. Et si vous êtes plutôt la rat bibliothèque à aimer faire des recherches pendant des heures, il n'y en a qui adorent ça, ou au contraire être grand chef d'orchestre d'une équipe, un entre-deux, c'est ici évidemment possible. C'est Noël, donc profitez-en, tout est possible. Ensuite, votre équipe, si vous avez décidé de manager, est-ce qu'elle serait très grande, comme celle de Justine, encore plus grande, parce que c'est aussi possible, ou des toutes petites, c'est à vous de choisir. Dans quel secteur d'activité? Le numérique, le luxe, l'agroalimentaire, la défense? Est-ce qu'il y a un secteur dont vous avez toujours rêvé? Encore une fois, pas de limite, lâchez-vous, c'est Noël, c'est la liste au Père Noël, donc tout est possible.
Ensuite, est-ce que vous préférez un périmètre France, un périmètre Europe, international? Est-ce que vous imaginez avec votre valise partir à l'autre bout du monde ou au contraire être hyper sédentaire? Ça, c'est vous qui décidez. Est-ce que vous préférez un poste situé à côté de chez vous ou combien de temps de transport? Parce que c'est aussi une question qui se pose. Avec du télétravail, pas de télétravail, combien de jours? À l'autre bout du monde, voilà, c'est peut-être que vous avez toujours rêvé voilà, je sais pas, de travailler en Birmanie, à New York ou autre. Voilà, c'est peut-être le moment d'y penser. Donc, voilà, couchez-le sur le papier, cette super idée. Est-ce que vous êtes plutôt grand groupe, PME familiale, start-up, holding ou business unit? Réfléchissez pourquoi tel ou tel type de structure vous attire le plus. Et là, surtout, ne pensez pas à ce qui vous ferait bien sur votre CV ou ce que vont penser vos collègues, mais bien ce dont vous avez envie. Voilà. C'est le moment aussi de tout mettre sur le papier. Important de faire ça. Aussi, avec quelle rémunération, quel fixe, quel package. Soyez aussi raisonnable. Hein. Pas forcément $1 million. Si vous êtes juriste avec 3 ans d'expérience, il faut être quand même avoir une envie. C'est bien, il faut que ce soit aussi un petit peu cohérent. Avec quels avantages aussi, listez tout. Est-ce que c'est bon, la liste au Père Noël du meilleur job est prête? Tant mieux. Alors posez votre stylo, abandonnez votre clavier et prenez un peu de hauteur face à cette liste de vos envies. Est-ce que ce meilleur salaire est-il plus important pour vous que le fait de travailler sur des sujets internationaux ou de changer de secteur d'activité? Maintenant, il est temps de choisir les critères sur lesquels vous ne lâcherez pas et ceux pour lesquels ce serait du bonus. C'est comme quand vous visitez un appartement ou une maison. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher sur la luminosité ou sur l'emplacement idéal? Parfois, on ne peut pas tout avoir, alors c'est toujours bon de réfléchir en amont au plus important pour vous. Ajoutez à ça à votre Ikigai. Alors, si vous étiez là la semaine dernière, vous avez vu que c'est mon nouveau dada. C'est en fait, on mettra du coup le replay la semaine prochaine. C'est une possibilité de trouver l'épanouissement total entre le perso et le pro. Je vais y arriver, pardon. Ça m'enthousiasme tellement que j'en perds mes mots. Voilà, vous ajoutez tout ça à votre recherche dans l'emploi idéal et voilà, vous allez peut-être trouver le poste parfait pour vous. Alors, je ne suis peut-être pas le Père Noël, bien que, en fait, pour tout vous dire, je suis née le jour de Noël, le 24 décembre, mais voilà, vous pouvez toujours me faire part de votre poste idéal et peut-être que j'aurai un beau projet à vous proposer, nous pourrons toujours en discuter. En attendant, rêvez un peu à vos listes, écrivez tout et peut-être que votre vœu sera exaucé pour Noël. À toi, Pierre. Tu es en mute, Pierre. Jusqu'au bout, je la ferai celle-là. Et je m'envoie mon propre jingle, c'est parti. On était vraiment très inspirés le jour où on a trouvé ces jingles il y a maintenant 3 saisons et franchement, on ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas. Moi, on parlait de Père Noël. Moi, forcément, je vais vous parler de la nouvelle année, c'est-à-dire les résolutions pour les juristes pour 2022. Alors, c'est la fin de l'année 2021. On est tous fatigués. Il y a eu une grosse année avec beaucoup de challenges, des breaks à répétition, des couvre-feux à répétition, des nécessités de se réinventer constamment, des levées de fonds dans la tech complètement démentes, 2 saisons de Legal Club Sandwich en 2021. Allez, encore quelques jours à tenir et on va tous pouvoir se reposer. Et cette période de repos, elle est excessivement propice à réfléchir, se poser et penser à ces fameuses résolutions de fin d'année, ou de nouvelle année plus exactement. Bon, je vous passe, bien évidemment de mon côté, maigrir, faire du sport, j'en passe et des meilleurs parce que celle-là, on sait qu'on s'abonne au club de sport le 1er janvier 2022 et qu'on arrête d'y aller le 15 janvier. Donc, on va plutôt se consacrer sur des résolutions pour votre équipe et qui pourraient peut-être vous aider. Alors, attention, je vais vous donner plusieurs idées, mais n'en retenez qu'une ou deux, ça sera déjà très bien. Ce n'est pas la peine d'avoir un inventaire à l'après-vert de choses que vous allez potentiellement faire. Je préfère que vous en preniez moins et que vous soyez certain de les mettre en œuvre. Alors, quelques suggestions. On y va. Organisez-vous mieux. Revoyez la façon avec laquelle vous organisez votre semaine, les meetings auxquels vous participez, ou plus exactement, est-ce que vous devez continuer à y participer? Est-ce que vraiment c'est à vous d'y aller? Vous avez des équipes des N-1 ou même votre présence n'est pas du tout nécessaire. Pensez au bon vieux exercice du drive, ditch, delegate dont j'ai déjà parlé. Des choses que vous devez faire vous-même, que vous devez déléguer ou simplement arrêter de faire parce que la valeur n'est pas essentielle. Si vous n'avez pas d'assistante, eh bien, pensez à cette merveilleuse appli que j'ai installée grâce
grâce à Thibaut il n'y a pas si longtemps. Calendly, qui a sauvé ma vie et dans laquelle vous pouvez du coup balancer un lien aux gens qui veulent vous parler une demi-heure, 30 minutes, 45 minutes, une heure, plutôt que ces échanges sans fin d'emails le 14 mai à 10h, le 28 mai à 16h. L'horreur, un petit lien Calendly et hop, c'est des mails et des minutes gagnées. Donc voilà, pensez, voilà, est-ce qu'il y a des projets de votre équipe qui n'avancent pas, qui traînent? Et finalement, est-ce que vous ne peut-être pas juste le revoir ce projet? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? N'ayons pas peur, supprimons-le s'il n'est plus utile. Allons-y, on avance, on fait le nettoyage en janvier. Deuxième idée, repensez à votre gestion de vos clients en interne. Alors, est-ce que vous offrez vraiment, vous et vos équipes, le meilleur service client possible? Posez-vous des questions, faites un sondage, par exemple, en début d'année, sur l'efficacité de votre direction juridique. Un truc très simple, 3 questions. Qu'est-ce que vous adorez au service juridique? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer au service juridique? Et any other comment? Et puis, sur la base de ces commentaires, de ce feedback, faites peut-être une demi-journée pour faire l'exercice qu'on appelle de la client journey. Et Audrey va vous mettre un lien sur ce concept pour revoir un petit peu comment vous travaillez avec vos clients en interne et quels sont tous ces endroits où vous et votre équipe pourriez améliorer le service client que vous faites. Et peut-être utiliser des templates, la même façon de parler, la même façon de revoir le risque. Vous savez qu'un risque, on peut le voir simplement sur la dangerosité du risque, mais peut-être rajouter un axiome différent. Il y a la dangerosité du risque et puis la véritable possibilité que le risque se matérialise, ce qui sont 2 axiomes différents. Donc voilà, réfléchissez comment vous pouvez aider vos clients encore mieux. Troisième potentielle résolution, on en a parlé tout à l'heure. Networker plus. De quelles associations faites-vous partie? Laquelle vous correspond? Le Cercle Montesquieu, l'AFJE, Fleet Network, bien sûr, French Lawyers in Tech, d'autres. Qui sont vos concurrents directs? Connaissez-les. Connaissez-vous les directeurs juridiques en poste de vos concurrents directs ou tout simplement de votre domaine d'activité? Est-ce que tous les directeurs juridiques des licornes se connaissent, par exemple? Combien de déjeuners de networking faites-vous par mois, vous et vos N-1 ou votre équipe? Est-ce que ce n'est pas le moment de mettre un KPI sur ce sujet? Donnez-vous des objectifs quantitatifs, au moins rencontrer un directeur juridique par mois, mais aussi qualitatif, bien évidemment. Ce n'est pas la peine de rencontrer n'importe qui pour se dire qu'on a rencontré quelqu'un pendant le mois. J'avais fait un blog, je l'ai remis, on vous le remet sur construire un réseau professionnel. Tout ça, c'est pour vous montrer tout le contenu qu'on a produit pendant 3 ans, parce qu'on n'arrête pas de vous ressortir les précédentes choses qu'on a faites. 4e idée, travaillez votre personal branding. Là aussi, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec une conseillère en communication. C'est le moment de revoir votre profil LinkedIn. Est-il encore à jour? Avez-vous reçu des recommandations? En recevez-vous? Et quelle conférence ou quel webinaire pourriez-vous parler pour vous faire connaître? Si vous avez des choses hyper intéressantes à raconter, contactez-nous avec Audrey et Thibaut pour rejoindre Legal Club Sandwich et faire une présentation aussi inspirante que celle de Justine aujourd'hui. Investissez une nouvelle idée de résolution pour 2022 dans les legal tech. Elles sont nombreuses, vous en avez entendu parler. On va vous redonner un paquet de liens là, mais je ne sais pas, moi, connaître les évolutions jurisprudentielles avec pensée doctrine, pensée prédictis. Si vous devez suivre le budget de votre direction juridique, pensez simple legal, qui est exceptionnel. Si vous devez gérer vos contrats, page de publicité et de sponsoring, pensez Leeway, bien évidemment, notre ami Thibaut. Si vous devez trouver notamment en anglais, des documents juridiques à des prix défiant toute concurrence, pensez Rocket Lawyer. Et puis, elle a forcément une legal tech en mesure de vous aider dans votre day-to-day, ne serait-ce que pour faire, lorsque la fin est proche, parce que vous n'en pouvez plus, il y a Testamento. Je ne plaisante pas, ça existe pour rédiger son testament en ligne, ça existe. Pensez à DeepL pour vos traductions aussi, bien évidemment. Autre résolution, un team building. C'est peut-être le moment, l'équipe commence, on revient, pensez à créer des moments avec votre équipe. Movie night, elle en a parlé tout à l'heure, Justine, un dîner d'équipe, un véritable off-site. Pensez votre vision, définissez-la ensemble, exactement ce qu'a fait Justine avec son équipe. Préparez l'avenir, comment est-ce que chacun peut contribuer à cette vision. Ne négligez pas l'importance que peut avoir pour toute l'année ce petit rendez-vous avec l'équipe en début d'année pour démarrer ensemble et bien démarrer. Je vous en donne 2 derniers. Le break de 5 minutes, tous les jours, pensez à vous donner toutes les 2-3 heures un break de 5 minutes. Juste, on s'arrête.
un peu comme moi, je devrais faire dans mes chroniques où je vais à toute vitesse, on ne me donne pas beaucoup de temps, c'est un scandale. Mais prenez ces 5 minutes, réfléchissez, faites un câlin au chien, si vous en avez un. Moi, vous ne connaissez pas encore Mouchka, pour ceux qui viennent, mais c'est la mascotte évidemment de Legal Club Sandwich. Marchez un peu, soyez sociable avec un collègue, sortez de votre contrat. Bref, prenez un petit peu de temps, quelques minutes pour vous retrouver, respirer, vous en serez d'autant plus concentré derrière. Et puis, moi, auquel je tiens énormément, et que je faisais énormément quand j'étais chez Yahoo, notamment quand vous avez des packages énormissimes, ce qui peut vous arriver, des belles caches dorées que parfois les CEO sont prêts à donner à leur direction juridique et à leur lawyer, c'est recontracter avec vous-même. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes toujours heureux dans ce job? Est-ce que vous avez envie de tout redonner une année de plus? Ou est-ce que finalement, vous êtes au bout de tout ce que vous pouviez donner? Ça peut arriver et on peut au bout d'un moment ne plus se sentir heureux. Il est important de recontracter avec soi-même en se disant non, j'ai bien pesé le pour, le contre, ce que j'adore chez telle société, ce que j'aime moins, ce qui serait formidable dans une autre société, ce qui le serait moins, les choses les plus importantes dans ma vie. On a un document qui s'appelle les 5 questions qu'on va vous donner à télécharger. Recontractez-vous avec vous-même. Posez-vous la question, est-ce que je suis toujours heureux? Parce que quand même, ça ne sert à rien d'aller au travail la boule au ventre. Donc, c'est bien en début d'année de se reposer la question. Voilà, donc, parce que je voulais juste redire ça, la seule chose qu'on contrôle vraiment dans sa vie, c'est le travail. On ne contrôle pas grand-chose, mais être misérable au travail, c'est normalement quelque chose sur lequel on peut à peu près influencer. Voilà, je ne sais pas si une ou deux ou plus de ces idées vous ont parlé, mais voilà, prenez ce qui vous a plu, appliquez-les, décidez ça dans la nouvelle année. Et donc, je vous souhaite à tous, chers auditeurs de Legal Club Sandwich, mes meilleurs voeux de bonne et heureuse année 2022. Merci à tous les deux pour ces chroniques. Franchement, c'était splendide. Vous étiez en forme aujourd'hui. Donc, on va passer aux questions. Maintenant, on a quelques questions. Je propose de commencer par celle de François. Donc, salut François. François, il nous demande, Justine, comment toi, tu as réussi à convaincre en fait, de la nécessité de faire grossir l'équipe juridique et à quel moment le CEO t'a donné le go pour recruter concrètement? Concrètement, c'était là au mois de septembre pour commencer à préparer 2022. Voilà. Et pourquoi c'était juste la résultante de toute la croissance interne avec de plus en plus de produits, un pays en plus, etc. Et aussi une notoriété qui fatalement amène plus de problématiques juridiques. C'est quand on n'est plus dans l'ombre, quand on est sous les feux de la rampe, et ben, le juriste prend aussi une autre dimension et devient plus que nécessaire. Et est-ce que sur ce plan, il nous demande aussi, du coup, François, tu as été accompagné ou c'est vraiment toi qui as tout fait de zéro? Alors, accompagné par un consultant externe, non, mais un super consultant interne, ex-consultant qui est notre CFO et bien plus. Oui, complètement. Voilà, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas le forté d'un juriste de savoir vendre des plans comme ça. Donc, ça a été effectivement aussi super utile. Il y a une question de Fatima Zahra qui nous suit très souvent. Je crois reconnaître ton prénom, donc merci d'être là aussi fidèle. Elle demande qu'est-ce que tu recherches chez un candidat? C'est quoi le must-have pour toi? Parce que tu vois quand même pas mal de gens, tu recrutes beaucoup de gens et tu as recruté beaucoup de gens. C'est quoi le petit truc en plus pour te convaincre de recruter la personne? Alors, le truc en plus, je dirais que c'est pas forcément, enfin, c'est surtout pas un truc en plus. En fait, c'est juste, non mais c'est vraiment le standard. Enfin, c'est obligatoire. Ce sont deux choses. La première, c'est est-ce que cette personne va s'intégrer dans l'équipe pour vraiment continuer cette cohésion d'équipe qui est clé. Première condition sine qua non. Et deuxième question qu'on se pose à chaque fois, c'est en quoi cette personne est meilleure que nous, ou au moins meilleure que 50% des 20 personnes qu'on a. Et ça aussi, c'est hyper important. On ne recrute pas juste pour recruter, pour remplir une case. On recrute vraiment
pour se projeter et pour se dire que c'est qualitatif et ça va ajouter de la qualité. Voilà. Après, comme je le disais, vraiment en fonction du poste, il y a des critères complètement différents. Oui, ça va dépendre en fait enfin, tu peux pas avoir les mêmes critères pour chaque poste. Non, exactement. Mais il faut qu'il imagine le feeling qui passe bien forcément et que tu imagines la personne, comme tu le disais, qui s'intègre bien. Et c'est tellement important d'avoir une équipe qui fonctionne bien, du coup. Et tellement une chance aussi. Oui, c'est une vraie machine avec plein de rouages. Et il faut pas qu'il y ait un petit grain de sable qui vienne l'empêcher. Enfin, c'est vraiment de l'humain. Et on prend un pari, on prend une responsabilité aussi envers les personnes parce que la plupart du temps, quand même, ces personnes sont en poste, ont un CDI et prennent aussi des risques. Donc, on se sent aussi responsable de ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, on a un parcours de recrutement qui est un petit peu long. On a un business case à faire. Donc, c'est très engageant. Mais en fait, les candidats qui jouent le jeu sont hyper contents parce que ça leur permet de se projeter, de savoir dans quoi ils mettent les pieds. Et puis, ça crée un lien. Enfin, c'est des moments quand même assez forts, tout ce parcours de recrutement. Une dernière question peut-être? Oui, c'est ça. On a une dernière question de Fabien qui nous demande combien de N-1 as-tu aujourd'hui et combien tu en auras plus tard? 6 et 6. Alors, 6, c'est bien. C'est bien parce que c'est très adapté aux besoins du département. Et en plus, par rapport à l'investissement que je souhaite avoir, c'est le maximum. C'est vraiment, je pourrais en avoir beaucoup plus, je pourrais faire un râteau beaucoup plus large, mais chez Doctolib, contrairement à d'autres organisations, enfin tout se défend, mais c'est juste qu'à un moment, il faut faire un choix et c'est comme ça. On a une organisation hiérarchique et des liens managériaux qui sont très forts. Je suis très investie auprès de chaque individu que je souhaite accompagner. Donc, plus, ce ne serait pas possible. Si je peux y aller juste vite fait, en fait, il y a une LegalOps, vous l'avez compris. Il y a un département Corporate M&A, un département Compliance, un département Privacy, un département Product Compliance. Ça aussi, je pourrais faire un podcast là-dessus. À mon avis, ça va être en plein développement. Et un département transactions qui accompagne beaucoup marketing, les commerciaux, concurrence, etc. Voilà. Et en fait, chaque département a un manager et donc ça me fait 6 direct reports. Et puis à l'intérieur, il y a des N-1, des N-2. Et employment et taxes, c'est chez toi ou c'est chez c'est finance et exactement. Tu as tout compris. Oui, complètement. Employment et taxes, c'est donc directement et ils sont dotted chez toi ou ils sont même pas complètement... Non. Sur alors, taxes, déjà, on n'a pas encore, on n'est que sur 3 pays. Enfin, il n'y a pas beaucoup de produits. Les complexités taxes chez Docto ne sont pas encore à leur paroxysme. Mais donc, on n'a pas encore de juriste fiscaliste. On a juriste HR, bien évidemment. Mais j'aime bien ce petit côté d'indépendance parce que je suis aussi DPO. J'aime bien le fait que la RH et moi soyons séparés. Absolument. Bon, eh ben, merci infiniment, Justine, de ta participation. On était très content de t'avoir. Et alors, donc, tu participes à la dernière de la saison 3, mais aussi, on a une très bonne et une très mauvaise nouvelle à annoncer. Alors, vas-y, Audrey. C'est moi qui dis la mauvaise, c'est ça? Oui, évidemment, moi, je garde le positif. Oui, en fait, vous n'êtes pas censé, vous n'êtes pas censé l'ignorer du coup, mais on est 3 du coup depuis le début de cette aventure. Mais qui a eu cette merveilleuse idée dès le départ, il y a maintenant un peu plus d'1 an. C'est Thibaut Caoudal, ici présent, du coup, qui en est à sa 34e émission. Et avec Pierre, on voulait le remercier tout particulièrement. Un grand merci parce que sans toi, on ne serait pas là tous les 15 jours à
du coup, à s'amuser, à recevoir des super invités, à poser des milliards de questions, à rigoler, à voir ce magnifique background avec des sandwichs qui volent. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Donc, merci Thibaut. Voilà. Et notre assistante apporte un cadeau à Thibaut en live. C'est du live. Oui. C'est Donc, du il y a un direct. cadeau qui arrive. Vous m'avez dit. Qui arrive J'étais en train de dire non, pas maintenant. Et si, nous sommes en direct avec notre assistante. Je dois l'ouvrir du coup? Mais bien sûr, tu peux ouvrir. Et donc, Thibaut va effectivement, on le remercie parce que Thibaut, vas-y, d'ailleurs, c'est ta mauvaise nouvelle, je ne sais pas pourquoi je parle. C'est moi du coup qui faut Oui. Mais Thibaut, en fait, on voulait le remercier parce qu'en fait, il va quitter l'aventure du coup du Legal Club Sandwich pour travailler sur plein d'autres projets aussi, notamment à l'international. Donc, on voulait le remercier d'avoir eu cette merveilleuse idée, de nous avoir conviés et on a tout de suite dit oui quand il nous a proposé ça. On ne pensait pas que ce serait une aussi merveilleuse aventure. Donc, on voulait le remercier et on est très triste qu'il quitte l'aventure du Legal Club Sandwich. On a tout fait pour le retenir. On a tout fait. On l'a emmené au restaurant, on l'a emmené dans un restaurant sur la Seine avec les monuments de Paris, enfin un truc incroyable, ça n'a pas suffi. Mais, on a fait du champagne, on a tout fait, mais ça n'a pas marché. Voilà. Alors Thibaut, tu veux peut-être dire un mot avant qu'on non, merci. Franchement, c'était génial. On a bien rigolé, on a appris plein de trucs. Vous le savez, moi, je viens plutôt du monde de la tech. Je ne suis pas trop juriste de formation. Et là, au cours de ces 34 émissions, on a appris plein de trucs. On s'est bien éclaté. Je pense qu'on a aussi donné une image un peu différente du monde juridique. Et si on a réussi, c'est cool. Donc, merci à tous les deux. Je suis presque ému. Merci à tous les deux et puis à tous ceux qui ont participé à ces émissions. Et ça va continuer. Et ça, c'est le truc le plus cool, quoi. D'ailleurs, Thibaut, tu peux dire un mot, tu vas avoir continué, mais en anglais. Il va y avoir une version, on va te voir apparaître ou ça sera quelqu'un d'autre qui va dans la version anglaise? Non, maintenant, il y a d'autres personnes qui vont prendre le relais et qui vont développer aussi un format qui ne sera pas uniquement en français, mais qui sera en anglais, voilà, pour toucher une audience encore plus large. Et puis j'espère que vous m'inviterez de temps en temps dans les Legal Club Sandwich pour faire un petit coucou, du coup. Absolument, et on espère que tu nous inviteras dans la version anglaise. Ça ne s'appellera pas Club Sandwich, mais regardez les réseaux, il va y avoir une initiative internationale dont Thibaut sera l'architecte in the background. Et donc, du coup, avec Audrey, on a vachement réfléchi qui pourrait remplacer Thibaut, si tant est que Thibaut est remplaçable. Irremplaçable. Mais on a quand même eu une idée. Et donc, on a le plaisir de vous annoncer que pour la saison 4, qui démarrera quel jour déjà, Audrey? Je me souviens Je ne sais plus, le 15 mars. Au mois de mars. Le 15 mars. Je ne sais pas, tu regardes pendant que Voilà, donc on va avoir Lyndia Le Sauvage qui va nous rejoindre. Lyndia Le Sauvage était l'invitée numéro 2 du Legal Club Sandwich. C'est une experte en communication en public, mais aussi en process com, qui est un modèle que certains d'entre vous connaissent peut-être, et aussi en media training, donc tout ce qui est autour de la communication de manière générale. Et donc, Lyndia va nous accompagner. Parce qu'on trouvait important, Lyndia travaille avec énormément de juristes comme Thibaut, mais Lyndia n'est pas juriste et on trouvait important de garder cet œil-là dans le Legal Club Sandwich. Donc, on va un petit peu changer les rôles de chacun, mais vous allez avoir des chroniques très, très intéressantes sur prendre la parole, sur la process com, sur comment travailler avec des caméras, enfin, plein de choses qui, je pense, vont être utiles pour les juristes. Et puis, pardon, j'en perds ma voix, je suis ému aussi. Audrey et moi, on sera toujours là. Donc voilà, je vais avoir 2 femmes avec moi. Ça va pas être simple, mais je vais essayer d'exister quand même. Moi qui suis tellement timide, je vais tenter d'exister dans cette nouvelle version. Donc voilà, vous ferez bientôt connaissance avec Lyndia. Et si vous voulez déjà avoir une idée de qui elle est, Audrey vient de mettre le lien vers le Club Sandwich numéro 2 de Lyndia. Et elle est exceptionnelle, vous verrez. Voilà. En tout cas, on voulait remercier Justine aussi parce que tu as été notre 34e invitée. Donc merci d'avoir clôturé cette saison 3, d'avoir été l'invitée pour la dernière mission avec Thibaut. Et je suis toujours ravie de vous retrouver tous et je serai ravie de vous retrouver le mardi 15 mars parce qu'on fera une annonce, on va laisser le temps à tout le monde de partir en vacances, de refaire la rentrée, etc. Et puis on refera une communication là-dessus. On passera le mardi à partir du mois de mars. Voilà. Alors, je pense qu'il est temps de mettre quelque chose pour le générique final. Attendez, je retrouve le mien. Mes camarades sont beaucoup plus organisés. Regardez.
Thibaut, c'est parti. Voilà, moi, je mets le mien. Voilà. On est complètement barge. C'est ça la folie de l'Eagle Club Sandwich. C'est ce que vous appréciez. On vous retrouve au mois de mars. Et en attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Bonne fête. Merci Justine, merci Thibaut, merci Pierre. Merci Thibaut. Merci Justine.